Salut tout le monde, c'est Sarah et bienvenue dans ma chaîne GoDevOps. Donc lors du dernier épisode, on a ouvert un conteneur pour voir comment il fonctionne à l'intérieur, donc ses couches, son système de fichiers isolés et le rôle du runtime. Aujourd'hui, on change de perspective, donc on va s'intéresser non plus au conteneur lui-même, mais à la machine hôte qui l'exécute. Donc on va suivre pas à pas ce qui se passe quand vous lancez un conteneur depuis la commande que vous tapez jusqu'au mécanisme du noyau Linux qui assure l'isolation, donc la gestion des ressources et bien sûr la communication réseau. Donc c'est, disons, un épisode clé parce que c'est là qu'on comprend vraiment comment l'hôte orchestre tout le travail en arrière-plan. Alors accrochez-vous et on démarre notre épisode. Donc commençons là où tout débute, par la commande. Donc lorsqu'on exécute un conteneur, cela semble aussi simple que de taper docker run nginx dans votre terminal, mais derrière cette commande direct se cache un processus multi-étapes qui se déclenche sur l'hôte. Donc cette simple ligne ne se contente pas de démarrer un conteneur, elle envoie un signal à l'hôte pour exécuter plusieurs actions. Donc télécharger l'image, préparer l'environnement d'exécution et appliquer les frontières de sécurité nécessaires. Donc nous allons décortiquer ensemble comment cette commande apparemment simple déclenche une séquence d'orchestration complète et depuis le terminal jusqu'au noyau, en veillant à ce que le conteneur y reçoive toutes les ressources nécessaires pour fonctionner. Donc maintenant que nous avons vu comment tout commence avec une simple commande, passons à l'étape suivante qui est le daemon du runtime du conteneur. Donc que ce soit le daemon Docker qui est le Docker RD ou le container RD, c'est le composant central qui écoute à vos commandes et qui agit en coulisses. Donc lorsque vous lancez une commande comme Docker Run, c'est ce daemon qui prend le relais. Donc il commence par télécharger l'image si elle n'est pas déjà disponible, puis il prépare l'environnement d'exécution du conteneur. Donc cela inclut la mise en place des paramètres d'isolation comme le namespace, la configuration de ses groups et la gestion des ressources. Et bien sûr la préparation du système pour l'exécution. Donc pensons au daemon comme un chef d'orchestre qui prépare la scène avant que l'acteur, qui est le conteneur, puisse jouer son rôle. Voyons maintenant ce qui se passe après que le daemon du runtime ait reçu le nom de l'image. Donc tout d'abord, l'hôte commence par télécharger les couches de l'image du conteneur depuis un registre. Donc ce n'est pas un fichier, il s'agit de plusieurs couches qui représentent différentes parties du système de fichiers du conteneur. Donc à mesure que chaque couche est récupérée, l'hôte commence à reconstruire le système fichier racine du conteneur dans un espace de stockage local. Donc c'est ce que l'on appelle le rootfs où le conteneur vivra et s'exécutera. Donc ces couches sont ensuite montées ensemble pour créer l'environnement isolé que nous avons vu précédemment. Et une fois ce processus terminé, le conteneur est prêt à exécuter à l'intérieur de cet environnement fraîchement créé. Maintenant que l'image a été téléchargée et que le système de fichiers racine du conteneur a été préparé, l'étape suivante consiste à mettre en place l'isolation du conteneur. Donc la machine hôte doit s'assurer que le conteneur est totalement isolé du reste du système. Donc cette isolation est réalisée grâce au namespace Linux et aux cgroups qui sont configurés par l'hôte en utilisant des appels système du noyau. Donc on a l'appel système clone qui est responsable de la création des nouveaux namespaces, tandis que l'appel setns garantit que le conteneur ne voit que son propre environnement, l'empêchant d'interférer avec l'hôte ou d'autres conteneurs. Et cette étape cruciale, car elle verrouille l'environnement du conteneur et limite son accès uniquement aux ressources qui lui sont allouées. Donc une fois ces paramètres mis en place, le conteneur est prêt à exécuter son processus principal de manière sécurisée et indépendante. Maintenant que l'image du conteneur a été téléchargée et que l'environnement a été configuré, passons à l'étape suivante qui est la création du processus du conteneur.
Donc c'est là qu'intervient le runtC. Donc une fois que l'hôte est prête, le runtime passe le relais à la runtC, un outil de bas niveau qui crée réellement le processus du conteneur. Donc le runtC prend en charge la création du processus dans son propre environnement isolé en appliquant les namespaces, les cgroups et donc qui ont été configurés précédemment, et cela signifie que le processus va s'exécuter en totale isolation sans interférer avec l'hôte ou d'autres conteneurs, mais en se comportant comme un processus classique du système. Donc, pour résumer, le runtC est l'outil qui lance le processus réel, garantissant qu'il fonctionne de manière sécurisée et indépendante dans son nouvel environnement. Maintenant que nous avons préparé l'environnement du conteneur et configuré toute l'isolation nécessaire, parlons du cerveau partagé, qui est le noyau de l'hôte. Tous les conteneurs sur l'hôte partagent le même noyau Linux, contrairement aux machines virtuelles qui exécutent plutôt chacune leur propre système d'exploitation complet. Les conteneurs, eux, ils dépendent du noyau de l'hôte pour gérer des tâches telles que les appels système, la planification des processus et la communication réseau. Donc le noyau est ici le gardien invisible entre les conteneurs, et appliquant les frontières d'isolation que nous avons configurées précédemment avec les namespaces et les cgroups. Il garantit du coup que chaque conteneur se comporte comme s'il fonctionnait sur son propre système, tout en partageant le même noyau pour plus d'efficacité, et du coup considérer dans ce cas le noyau comme le système nerveux central de l'hôte, orchestrant du coup la communication entre les conteneurs tout en maintenant leur isolation et leur indépendance. Donc maintenant qu'on a vu que tous les conteneurs ils partagent le même noyau Linux de l'hôte, maintenant voyons comment une application à l'intérieur d'un conteneur elle interagit avec ce noyau. Donc contrairement à une machine virtuelle, un conteneur ne possède pas son propre système d'exploitation ni son propre noyau. Du coup, il dépend entièrement du noyau de l'hôte pour effectuer du coup les opérations à bas niveau comme lire un fichier, envoyer des données sur le réseau ou allouer de la mémoire. Donc à chaque fois que l'application dans le conteneur a besoin de faire quelque chose, elle envoie ce qu'on appelle un appel système qui est le syscall. C'est du coup une requête directe au noyau Linux pour lui demander d'effectuer une action à sa place. Donc ces appels système sont le seul pont entre l'espace utilisateur, donc où tourne notre application, et l'espace noyau, où les décisions dans ce cas sont prises et les opérations exécutées. Donc même si l'application elle croit tourner dans un système dédié, chaque syscall, il passe en réalité par le noyau et par le noyau de l'hôte. Mais maintenant, voilà ce qui est fondamental, c'est que le noyau n'exécute pas ses appels aveuglement. Donc grâce au namespace et aux cgroups configurés lors du lancement du conteneur, le noyau il sait exactement quel conteneur appartient chaque processus. Donc, il applique donc des règles strictes à chaque appel système reçu. Donc, pour avoir des exemples, par rapport au namespace de montage, le processus ne voit que son propre système de fichiers. Pour le namespace de réseau, il utilise uniquement son interface réseau virtuelle. Pour le namespace utilisateur, les UID et les GID sont mappés localement, pas sur la hôte. Et pour les cgroups, le processus ne dépasse pas les limites de CPU ou de mémoire autorisée. Donc en résumé, l'application dans le conteneur fait une demande classique via un syscall, mais le noyau filtre, contrôle et limite ce qu'elle réellement peut faire. Donc nous avons vu comment les applications à l'intérieur des conteneurs communiquent avec le noyau grâce aux appels système. Mais lorsqu'il y a plusieurs conteneurs qui tournent en même temps, une question cruciale se pose. Donc, comment partager équitablement et en toute sécurité les ressources limites de la machine? C'est là qu'intervient le kernel scheduler et celui qui décide du coup comment répartir le temps processeur, comment allouer la mémoire et comment gérer les accès aux entrées et aux sorties, qu'il s'agisse du disque ou du réseau.
Et surtout, ce planificateur, donc le kernel scheduler, ne fait pas ça au hasard, donc il respecte toujours les cgroups définis au moment du lancement du conteneur, et cela veut dire que si un conteneur est limité à un tel CPU et à une telle quantité de mémoire, le noyau applique strictement cette limite. Donc le résultat, c'est qu'on a un système équilibré et prévisible, donc aucun conteneur ne peut utiliser toutes les ressources. Chaque conteneur reçoit exactement ce qui lui a été alloué et l'autre, elle reste stable, même en cas de forte charge. Et du coup, pour résumer, le noyau ne se contente pas d'exécuter ses appels de système, il agit aussi comme un arbitre, distribuant en permanence les ressources entre les conteneurs, tout en respectant les règles que nous avons fixées. Donc maintenant que nous avons vu comment le noyau il gère les ressources internes comme le CPU, la mémoire et l'entrée-sortie, passons à un autre aspect essentiel qui est la communication réseau. Donc un conteneur n'est pas utile s'il reste enfermé dans son propre monde. Il doit pouvoir échanger avec d'autres conteneurs sur la même machine et aussi pouvoir communiquer avec l'extérieur. Pour cela, le noyau il utilise des mécanismes précis qui sont les network namespace et les vecteurs. Et concrètement, chaque conteneur reçoit une interface réseau virtuelle reliée à une extrémité d'un vecteur. L'autre extrémité, elle est connectée au host bridge, qui est souvent nommé BR0, ou bien un réseau géré par un CNI plugin. Et ce bridge joue le rôle de passerelle. Donc il relie les conteneurs entre eux et les connecte à la stack réseau de l'autre. Donc à partir de là, le noyau peut router les paquets, appliquer les règles de NAT et faire en sorte que le trafic réseau respecte les politiques de sécurité définies. Donc le résultat, c'est qu'on a chaque conteneur qui a l'illusion d'avoir sa propre carte réseau indépendante, mais en réalité, tout est orchestré et isolé par le noyau et l'infrastructure réseau de l'autre. Donc ce qu'il faut retenir de cette vidéo est que lorsque vous lancez un conteneur, ce n'est pas une boîte magique qui s'exécute toute seule, c'est vraiment l'autre qui orchestre absolument tout. Donc c'est lui qui reçoit la commande du lancement, télécharge et reconstruit le système de fichiers de l'image, il configure l'isolation avec les namespaces et les cgroups, puis lance le processus via le rincer. Ensuite, c'est toujours le noyau de l'hôte qui prend le relais, donc il gère tous les appels système, répartit le CPU, la mémoire et les entrées-sorties grâce à son planificateur, et bien sûr assurer la connectivité réseau. Donc en réalité, le conteneur, il ne vit que parce que l'hôte le soutient. Donc l'hôte, c'est le véritable moteur invisible qui garantit l'isolation, la sécurité et la performance. Donc c'est ça qu'il faut retenir, que derrière chaque conteneur, c'est vraiment l'hôte qui fait tout le travail. Donc merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode et j'espère que le rôle de la machine hôte et du noyau dans l'exécution d'un conteneur est maintenant beaucoup plus clair. Si cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre, pensez à mettre un like, à le partager avec un collègue et à vous abonner pour ne rien manquer de la suite. Donc dans le prochain épisode, nous allons nous concentrer sur un acteur clé de tout ce processus qui est le Docker daemon. Nous verrons comment il orchestre chaque étape, depuis la commande que vous tapez jusqu'à la création et l'exécution des conteneurs. Donc si vous avez encore des questions ou si vous avez un concept autour des conteneurs qui reste flou, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, je lis vraiment tout. Et je vous laisse et à la prochaine épisode. Merci.